Vous n'avez pas votre majorité, on s'en va. Et l'appel, donc, Monique, pardon. Nous n'avons pas le quorum si nous partons de l'opposition. Alors, vous n'avez pas de renseignements, s'en aller. Hein. Nous n'avons pas le quorum pour le Conseil si l'opposition s'en va. Parce que vous n'êtes que 15, vous vous en manque de 3. Bon, oui. Mais on pourrait partir. Mais non, mais qu'on attende au moins que les gens... Conseil, les gens... on va reporter alors. Mais les gens, pourquoi? Ils sont en retard ou quoi? Oui, mais ça compte pas pour le quorum. Ah, eh bien on y arrive. On y arrive. 3 et de 5 et de 7 et de 9. On arrive à 17 juste. Voilà, ben c'est bien. Il fallait attendre. Donc, vous étiez en avance tout à l'heure, vous m'avez dit, bon, il fallait attendre. Alors, Monique Baudry. Myriam Garot est absente. Charles Berdol, il est présent. Absent, pardon. Et il a donné un pouvoir à M. Boisjol. Delphine Bézia est absente. Elle n'a pas donné de pouvoir. Michel Biret est présent. Hervé Boisjol est présent. Martine Bonnet. Stéphane Bouillot. Marie-Christine Boutin est absente. A donné un pouvoir à M. Pétorin. Gilbert Brianceau. Dominique Chartier. Pour l'instant, elle est absente. Adrien Dombal. Thierry Drouin est absent. Gino Fillonneau, absent et a donné un pouvoir à Mme Gaillard. Monsieur Fourage, Luc Fourage, présent. Leslie Gaillard, présente. Bernard Garon. Hubert Gingue. Ludovic Augbon est absent et m'a donné un pouvoir. Jean-Michel Lallaire, présent. Ghislaine Légeron. Jean-Paul Macor est absent et a donné un pouvoir à M. Fourage un pouvoir. Pardon. Ariel Memeto, Pierre-André Mettet, Philippe Mignet, Annette Moreton, Michel Naudet, Jean-Pierre Pétorin, Claudine Plaire, Christelle Roussillon, Christelle Trudeau est absente. Elle n'a pas donné de pouvoir pour l'instant. Sébastien Verdon est présent. Isabelle Villemot est absente, et n'a pas donné de pouvoir. Hein. Bon voilà, donc nous allons commencer. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Donc il vous est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau du conseil municipal, M. Stéphane Bouillot. D'accord, donc il accepte. Donc nous allons procéder à la présentation du rapport numéro 1 qui concerne les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Et je vais demander à Mme Gaillard d'en faire la lecture. Donc, décision prise par le maire, un certain nombre de droits de préemption. Donc, 36 dossiers ont été déposés entre le 14 mai et le 18 juin. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Je vous fais grâce de la lecture des 36 dossiers. Ensuite, un certain nombre d'arrêtés et de décisions sur des conventions avec le CC, des chartes de bonne conduite. Les concessions funéraires également, et puis les marchés, donc des travaux, des remplacements de menuiserie sur l'école Bourron-Massé, des travaux de voirie et d'assainissement, création de maison des associations, contrôle art technique, voilà un certain nombre de marchés. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer et de prendre acte des décisions. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Monsieur Gingue, c'est ça? Ah non? Bon. Donc nous allons en prendre acte. Merci. Ensuite, le rapport numéro 2 concernant la délégation de services, assainissement, convention de déversement des matières de vidange, Giraud Environnement. Alors, Monsieur Bouillot. Oui, tout à fait. La station de dépollution La Plaine des Sports, la STEP de la ville de Fontenay-le-Comte, a été conçue spécialement équipée pour recevoir les matières de vidange d'origine domestique. L'évacuation des matières de vidange en un point quelconque du réseau est interdite. La station de dépollution est capable de recevoir et de traiter des matières de vidange dans les limites d'un volume utile théorique de 30 mètres cubes par jour pour la station.
Le dépotage des matières de vidange devra impérativement se faire dans l'ouvrage existant prévu à cet effet. Il appartient au délégataire de l'aménager à ses frais pour le rendre plus fonctionnel. Les dispositions techniques des dépôts de matières de vidange sont précisées par la convention ci-jointe, tripartite, collectivité, fermier, donc Veolia, et le vidangeur Giro Environnement, suite à un changement de nom de Giro Vidange à Giro Environnement. La convention comporte notamment les obligations de la collectivité, du fermier et de l'usager vidangeur, la nature des versements, les clauses financières, ainsi que les conditions de résiliation et de modification du règlement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la société Giro Environnement à déposer les matières de vidange à la station de dépollution de la Plaine des Sports, André Forens, et d'approuver le projet de convention de déversement ci-après annexé, et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Y a-t-il des observations? Non. Bon, s'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant. Donc, il s'agit du RAD et du RPQS pour l'assainissement, rapport annuel du délégataire pour l'année 2017, ainsi que le RPQS, rapport sur le prix et la qualité de service. Donc, le Code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. La société Veolia Eau, délégataire du service de l'assainissement, a fait parvenir les rapports techniques et financiers. Ces rapports doivent être présentés à l'Assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Ces rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport technique et financier pour l'exercice 2017 de la délégation de service public d'assainissement présentée par la société Veolia Eau, d'approuver et d'émettre un avis favorable au rapport sur le prix et qualité de service public d'assainissement collectif de Fontenay-le-Comte pour l'exercice 2017. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Monsieur Fourage. Oui, monsieur le maire. D'abord, quand on regarde le rapport financier, on voit qu'il y a un déficit d'exploitation. Si je me souviens bien, dans ce que j'ai lu dans le rapport, aux alentours de 265 000. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Deuxième question, c'est on voit l'augmentation aussi pour l'abonné, quelque part, en général même. Si on regarde le prix du service public de l'assainissement pour une facture de 120 mètres cubes, eh bien, on a, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 3,76%. Donc je voudrais savoir quelles sont les orientations de la municipalité en la matière. Si on regarde également les propositions d'amélioration, il y a une liste qui a été faite par Veolia. Je voulais savoir quelles seront les suites qui seront données à ces propositions d'amélioration du service, parce que c'est pas neutre. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments, on pourrait dire, qui manquent par rapport aux indications, aux indicateurs réglementaires. Et je trouve pour ma part que ce rapport manque de personnalisation par rapport à Fontenay-le-Comte et plutôt dans une dimension un peu plus globale. Voilà les observations qu'on pourrait faire. Si, par exemple, c'est là aussi durée d'extinction de la dette par rapport à l'assainissement, c'est un des indicateurs qu'on devrait avoir, que nous n'avons pas. Donc face à ça, monsieur le maire, nous serons dans l'obligation de nous abstenir, bien évidemment. Il donne quelques infos, oui, éventuellement. Quelques informations, pas forcément répondre en détail. Je sais qu'en 2017, on a suivi de près Veolia. On fait attention à ce qu'ils respectent leur contrat, notamment sur le réseau, un renouvellement de réseau. C'est écrit dans le contrat à 250 mètres linéaires, on est à 260 mètres linéaires. Sur beaucoup de points, je ne vais pas tous les prendre à point un, mais on les suit de près aussi. Alors concernant la dette, ça concerne Veolia, ça ne concerne pas la ville. La dette de 160 000 €, ils nous ont expliqué, puisqu'on leur a posé la question, que c'était lié aux frais de siège qui étaient répercutés, les frais de siège de Veolia qui étaient répercutés sur Veolia par rapport à Fontenay-le-Comte. Donc, ce qui nous explique les pertes. Après, c'est leur problème d'avoir 260 000 € de pertes tous les ans. Le contrat s'arrête en 2021, on verra après. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Nous, on fait attention à ce qu'ils respectent leur contrat, ce qui est déjà pas mal. On les suit de très près. Après, c'est vrai que le RPQS et puis le RAD ne donnent pas tous les détails. Quand on était en commission de délégation de services publics, ils ont présenté pas mal de détails, c'était intéressant.
On a expliqué tous les fonctionnements, le dysfonctionnement de la STEP, tout ce qui était amélioré. En tout cas, moi je pense qu'il est positif, ce RPQS de l'année 2017. Il n'est pas parfait, bien sûr, mais il est positif. Les chiffres, bon, ils sont comme ils sont. Je pense qu'on pourrait en avoir plus, certainement. Mais voilà, les chiffres qui sont dedans nous donnent un aperçu du fonctionnement de la délégation avec Veolia. Je ne sais pas si... Ah, sur le prix, je n'ai pas parlé du prix. C'est vrai que le prix augmente petit à petit, la part délégataire, mais la part ville, de toute façon, parce qu'il y a un besoin énorme de travaux sur la ville. Il faut savoir qu'on est en réseau unitaire principalement. Il faut mettre en séparatif de plus en plus, parce que ça pose des problèmes. On le voit en cas d'orage. Il y a différents lieux sur Fontenay, que ce soit Saint-Médard ou à Charzay, qui posent problème en cas de forts orages. Donc il faut absolument faire des travaux. Donc l'augmentation du prix est justifiée des deux côtés, parce qu'il y a un nombre de travaux très important à faire pour passer en séparatif. Ben, Oui, mais ça remonte déjà à 1 an. Hein, donc on a délibéré sur le sujet. Oui, monsieur le maire, mais ça, c'est la part du délégataire qui a augmenté de 10,73, qui fait que globalement, il y a une augmentation de 3,76% du prix au mètre cube. Mais vous n'étiez pas obligé d'accepter l'avenant. C'est ce que je... Ben oui, bien sûr. C'est ce que, depuis très longtemps, et ma collègue Dominique Chartier vous l'a dit également. Alors vous dites, Monsieur Bouillot, que c'est un très bon rapport. C'est un très bon rapport. Enfin, moi, je ne sais pas en quoi c'est un très bon rapport. Il manque un certain nombre d'éléments. C'est moins qu'on puisse dire. Vous parliez tout de suite du pluvial, du séparatif. C'est des éléments qu'on devrait avoir dans le rapport qui ne sont pas dans le rapport. Là, franchement... et ce n'est pas parce que c'est dit dans une commission de service public que ça ne doit pas figurer dans le rapport, bien au contraire. Et puis, je réitère, quant à la dette et la durée d'extinction de la dette, c'est une valeur, que la collectivité doit mettre dans le rapport et qui n'y figure pas. Et compte tenu des éléments financiers que l'on peut avoir, et M. Bouillot, ça ne vous inquiète pas qu'il y ait un déficit d'exploitation, mais et vous dites que vous verrez ça en 2021, enfin peut-être pas vous d'ailleurs, mais ça veut dire simplement que ça pose un vrai problème sur l'équilibre financier de cette opération et de cette délégation. Et donc c'est une fuite en avant. On est en 2018, 2021, c'est proche. Non, mais vous savez très bien que la transformation ou l'adaptation d'un réseau qui au départ est unitaire et qu'on doit transformer en séparatif, c'est très compliqué. Vous le savez. Donc, ce dossier, si vous voulez, ne se traite pas comme ça d'un coup de baguette magique, parce que il faudrait recommencer à traiter depuis la station d'épuration, d'ailleurs, pour que le dimensionnement des réseaux soit adapté à tout ce que l'on va envoyer, ensuite le réseau. Et aujourd'hui, on a des impossibilités de pouvoir scinder l'eau pluviale et les eaux usées dans certains cas. Si vous me permettez, je nie pas la difficulté du dossier. Je dis simplement qu'il faut tirer la sonnette d'alarme à la fois sur un certain nombre d'éléments que le délégataire ne fait pas, et à la fois en termes, je veux dire, de travaux et en termes financiers, et que l'on regarde ça de très près. Voilà le sens de mes remarques. Et je trouve dommage, effectivement, y compris M. Bouillot, sur les travaux, ou tout au moins les préconisations du délégataire, que vous ne m'ayez pas répondu à ma question sur ce point-là. Je sais qu'on en suit une bonne partie des préconisations, qu'on va faire une grande partie des préconisations. Je n'ai pas le détail ici, parce que je n'ai pas tout là, pas toutes, mais certaines sont justifiées, notamment sur la STEP, sur le matériel, c'est-à-dire les pompes qui sont doublées pour éviter, en cas de défaillance, en cas de souci sur une pompe du matériel électrique, qui sont doublées pour éviter le temps de latence entre quand une pompe est en panne, faire venir une pompe spécifique. Donc elles sont sur place, il y a juste à les changer. Ça a été pris en compte, mais tout n'a pas été pris en compte pour des questions budgétaires. Après, sur le déficit, moi je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Et ils le savent, Veolia, qu'ils ont un déficit. Pourquoi moi, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas. C'est classique, ça. Monsieur le maire, même si c'est des frais de siège, je veux dire qu'à un moment donné, c'est un aléa fort sur notre délégation.
Monsieur Bouillot, je suis désolé, vous les avez les propositions d'amélioration, à moins que vous n'ayez pas le rapport, parce que c'est page 16 du rapport, et c'est en annexe du rapport. Donc toutes les préconisations, elles sont bien là. Donc oui, ça aurait été intéressant qu'on ait justement Pour lister, là. Ah bah oui, on peut y aller quand vous voulez. Mais voilà, et puis alors que ce soit les frais de siège, je suis désolé, Veolia dit que l'exploitation de la délégation est négative, déficitaire sur Fontenay-le-Comte, sans le prouver, parce que les frais de siège, vous savez comme moi, qu'on peut faire ce qu'on veut, ou comme on veut. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut. Mais en disant ça, et pourquoi j'insiste, c'est qu'ils vous ont demandé de faire un avenant, parce que justement ils étaient déficitaires, ils ne pouvaient pas s'en sortir. C'est ce qu'ils ont dit. Sinon, pourquoi vous l'auriez autorisé? Était pour régulariser un certain nombre d'avaloirs qui n'étaient pas dans le marché initialement prévu. Voilà. Ouais. Avec une augmentation, avec baisse de volume. Oui, mais quand même, avec une augmentation de 10 et quelques, c'est énorme. Attendez, c'est énorme. Ouais, mais on ne va pas refaire l'histoire à chaque conseil. L'avenant, il a été voté, les raisons ont été discutées, vous avez saisi l'autorité préfectorale ou Madame Chartier là-dessus, toute la discussion a eu lieu, l'avenant a été entériné, il n'y a pas lieu de revenir dessus, il était justifié, c'est ce que le contrôle de légalité a jugé, ou apprécié en tout cas. Donc, nous subissons désormais le fait que l'avenant n'ayant pas pris effet au 1er janvier de l'année dernière, il y a une montée en sifflet, puisqu'il y a une part de l'augmentation accordée qui a été répercutée sur la première année, puis le reste, ça s'est fait au prorata temporis, en quelque sorte. Bon. Sur l'équilibre du budget assainissement, il n'y a pas le feu en la demeure, M. Forage. D'une part, parce que sur la rémunération du délégataire, nous sommes en délégation de service public, c'est l'exploitation en risques et périls. Cette rémunération n'augmentera que si la ville accepte un avenant, en dehors, bien sûr, de l'augmentation qui correspond à l'actualisation des différents paramètres qui servent de base au réajustement de la rémunération du délégataire. Donc la rémunération du délégataire est encadrée et nous tenons les clés, nous, le conseil municipal, de l'évolution de cette rémunération. En ce qui concerne la part de la ville, elle est à 94 centimes, elle est à cette valeur depuis désormais 3 ans. Et elle ne changera que si la ville engage des travaux d'investissement importants. Vous savez qu'il y a une étude en cours sur la rénovation de ce réseau auquel M. Bouillot faisait allusion. Toutes les propositions de modernisation de réseau seront intégrées dans les réflexions qui portent sur la réfection et la modernisation du réseau dans son ensemble. Je vous rappelle que nous avons tous les ans une capacité d'autofinancement de l'ordre de 700 000 €. Ça nous laisse quand même une capacité d'investissement importante, voire si on emprunte une capacité de remboursement. Je n'ai pas, monsieur, l'état de la dette là sous les yeux. Je peux vous dire que ce budget n'est pas très endetté. Mais je vous en donnerai le détail au prochain conseil. Donc, je peux affirmer aujourd'hui que ce budget est très bien géré, qu'il est maîtrisé et qu'il n'évoluera que si nous le décidons. Tu as trouvé, non? Non. Bon, on va essayer de retrouver. Bon. Donc, j'ai bien noté que vous alliez vous abstenir. Donc, nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Rapport suivant. Monsieur Boisjol, patrimoine communal, rue Impasse de Louillette. Ah, j'ai sauté un... Demande de subvention Ah au oui. secteur sauvegardé. Très bien. Alors, Merci, c'est délégation de service public. Ah, en dessous. Ah, d'accord. Subvention en secteur sauvegarde et attribution. Voilà. Pardon, je n'avais pas vu que c'était sur la même page. Merci, monsieur le maire. 3 demandes de subvention pour des travaux en secteur sauvegardé sont proposées. Ces demandes répondent aux critères établis par le conseil municipal en date du 14 juin 2016 et du 14 avril 2018, fixant les conditions d'attribution des subventions aux propriétaires de biens immobiliers situés en secteur sauvegardé. Mais au préalable, il convient d'abroger partiellement la délibération numéro 2018-04-15 relative à la demande de subvention de M. Ourdin
Monsieur Ourdin était domicilié 10 rue de la Lamproie, Patrick Ourdin, à Fontenay-le-Comte. Et il est donc proposé d'accorder les subventions pour travaux en secteur sauvegardé suivant le tableau joint que vous avez là, que vous avez en visible. Donc, il est proposé au conseil municipal de retirer partiellement la délibération 2018-0415 du 5 juin 2018 relative à la demande de subvention de M. Oudin et d'accorder les subventions pour travaux en secteur sauvegardé suivant le tableau joint. Donc, nous passons au vote. Ah oui, il y a des observations sur ce rapport? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Donc, rapport suivant, celui que j'avais cité précédemment. Patrimoine communal, donc rue et impasse de Louillette, parcelle AV numéro 151, 152, 156, cession. Monsieur Boisjol. Merci, Monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte est propriétaire de 3 parcelles de jardin, dont une comporte une dépendance en ruine, respectivement cadastrées, section AV numéro 151, 152 et 156, d'une superficie totale de 650 mètres carrés, 6, 11 et 17 rue de Louillette et 28 impasse de Louillette. Elle est titulaire de ce fait de droits indivis afférents sur les parcelles cadastrées, section AV numéro 153 et 154. Ces biens ont été acquis par acte reçu par maître Luc Granger, notaire à Fontenay-le-Comte, le 17 janvier 2014, parcelle section AV numéro 151 et 152, et le 3 mars 2014, parcelle section AV numéro 156 et droits indivis, dans le cadre de préemption. Ces biens ne sont aujourd'hui plus utiles au projet d'aménagement de Louillette. La société par action simplifiée Le Moulin du Buzeau, dont le siège social est situé hôtel-restaurant Le Rabelais, 19 rue de Louillette, 85 200 Fontenay-le-Comte, a fait part de son intérêt pour ces parcelles, notamment afin d'y réaliser du stationnement. Le service du domaine a émis un avis le 3 juillet 2018. Par courrier des 28 août et 28 septembre 2017, la ville a purgé les droits de rétrocession des propriétaires et acquéreurs évincés en préalable à toute opération de vente, en application de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme, l'acquisition de ces biens étant intervenue depuis moins de 5 ans par préemption. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la vente des 3 parcelles respectivement cadastrées section AV numéro 151, 152 et 156 d'une superficie totale de 650 mètres carrés, 6, 11 et 17 rue de Louillette et 28 impasse de Louillette, et des droits indivis afférents sur les parcelles numéro 153 et 154 au prix de 12 500 € net vendeur à la société par action simplifiée Le Moulin du Buzeau, dont le siège social est situé hôtel-restaurant Le Rabelais, 19 rue de Louillette, 85 200 Fontenay-le-Comte, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié et à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des observations? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant. Patrimoine communal, rue de Louillette, parcelle AV numéro 158P et 159P, cession. La ville de Fontenay-le-Comte est propriétaire de parcelles cadastrées section AV numéro 158 et 159 d'une superficie totale de 7 547 mètres carrés, 6, 9 rue de Louillette. Ces biens ont été acquis par acte reçu par maître Véronique Béguin, notaire à Montmartin-sur-Mer, le 28 décembre 2015, dans la perspective du projet d'aménagement de Louillette, initié avec le bâtiment Pôle emploi. La société à responsabilité limitée Elysis Group, dont le siège social est situé rue Pierre-Gilles de Gênes, 85 300 Chaland, a finalisé ses négociations avec le conseil départemental de la Vendée pour la création d'une nouvelle maison départementale de la solidarité et de la famille et avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Elle a donc fait part de son intérêt pour une partie de ces parcelles. Le service du domaine a émis un avis le 3 juillet 2018. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la vente partielle des 2 parcelles respectivement cadastrées section AV numéro 158P et 159P d'une superficie totale de 4 304 mètres carrés, 9 rue de Louillette,
au prix de 25 € le mètre carré, soit 107 600 € net vendeur, à la société à responsabilité limitée Elysis Group, dont le siège social est situé rue Pierre-Gilles de Gênes, 85 300 Challans, ou toute société du groupe qui pourrait s'y substituer, mais dont elle restera solidaire selon le plan annexé et le détail suivant. Terrain maison départementale de la solidarité et de la famille d'une superficie de 2 960 mètres carrés au prix de 25 € le mètre carré, soit 74 000 €, avec rétrocession ultérieure à l'achèvement du projet d'une superficie de 110 mètres carrés au prix de 25 € mètre carré, soit 2 750. Terrain caisse primaire d'assurance maladie d'une superficie de 1 344 mètres carrés au prix de 25 € le mètre carré, soit 33 600. D'approuver le rachat par la ville par rétrocession ultérieure à l'achèvement du projet d'une parcelle cadastrée section AV numéro 159P d'une superficie totale de 110 mètres carrés, 9 rue de Louillette, au prix de 25 € le mètre carré, soit 2 750 net vendeur, auprès de la société à responsabilité limitée Elysis Group, dont le siège social est situé rue Pierre-Gilles de Gênes, 85 300 Challans. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié et à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Alors, rapport numéro 7, personnel communal, modification du tableau des effectifs. Je vais vous en faire lecture. Les missions et les compétences techniques des agents de la ville évoluent en fonction des besoins des services. Il convient par conséquent de mettre périodiquement en adéquation les grades détenus et les missions exercées. La modification suivante du tableau des effectifs est proposée par une suppression d'un emploi d'adjoint administratif principal de première classe temps complet 35 heures par un adjoint technique principal première classe temps complet 35 heures et ensuite une création adjoint technique territorial TNC de 30 heures. La commission administrative paritaire du centre de gestion a émis un avis favorable le 20 juin 2018 sur cette modification. Donc, y a-t-il des observations sur ce rapport? Non. Ben, nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Je vous en fais également la lecture. C'est personnel communal, école de musique et de danse, recrutement. En fait, il ne s'agit pas de recrutement, mais c'est des reconductions de postes. Alors, il convient de recruter pour l'école de musique des professeurs d'enseignement artistique pour les disciplines suivantes. Donc, un professeur de violoncelle à temps non complet à 11 heures hebdomadaires, un professeur de trombone et tuba à temps non complet 5 heures hebdomadaires, un professeur de piano à temps non complet 16 heures hebdomadaires et un professeur de chant à temps non complet à 12 heures hebdomadaires. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie des assistants d'enseignants artistiques prévus au tableau des effectifs dans les conditions ci-dessous. Recrutement d'un agent non titulaire de droit public à temps non complet en application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 3.2, contrat à durée déterminée qui ne peut excéder 1 an. Lorsqu'au terme de la durée maximale d'1 an, l'emploi vacant n'a pas pu être pourvu par un fonctionnaire compte tenu du caractère à nouveau infructueux de la procédure de recrutement, le contrat peut être renouvelé par décision expresse pour une durée maximale d'1 an. La rémunération sera calculée par référence à un indice brut de l'échelle indiciaire du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique et, le cas échéant, les primes et indemnités afférentes. Il vous est donc proposé
de m'autoriser à recruter, à compter du 1er septembre 2018, des agents non titulaires de droit public à temps non complet et à signer les contrats de travail et à intervenir avec les rémunérations, primes et indemnités afférents du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique à savoir. Donc je ne vais pas vous refaire la liste du professeur de ceci, de cela. Donc voilà, est-ce qu'il y a des observations? On est tenu de délibérer pour leur recrutement aujourd'hui. Hein, mais il n'y a pas de création et on reste sur les mêmes proportions. Donc il y a des observations? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant, Monsieur Biret. Communauté de communes du pays de Fontenay. Rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Merci. Lect. La commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté de communes s'est réunie le 2 juillet dernier pour examiner la proposition de la communauté d'user, comme l'année dernière, de la faculté d'une répartition libre du fonds de péréquation intercommunale et communale. C'est une affaire un peu compliquée. Le fonds de péréquation, le FPIC, est une dotation qui arrive à la communauté de communes par le fait que certaines communautés dites riches contribuent à un fonds dont bénéficient certaines communautés dites moins riches. Je n'utilise pas le terme de pauvre, ça choque, paraît-il. Et donc, la loi fixe des critères de répartition entre la communauté et les communes membres, et la communauté a la possibilité d'intervenir sur cette répartition, ce qu'elle a fait, pour, en définitive, faire don de sa part aux différentes communes. Et donc, la communauté ne garde rien sur ce fonds et distribue l'ensemble aux communes. Mais ça n'est pas totalement un cadeau, puisque la communauté, ensuite, récupère ce qu'elle a donné aux communes par le biais d'une diminution des attributions de compensation qu'elle verse aux communes. Cette manipulation, si je puis dire, a pour objectif d'optimiser le coefficient d'intégration fiscale de la communauté et donc d'agir à la hausse sur la dotation globale de fonctionnement. C'est financier, c'est compliqué. Ça nécessite quand même l'accord de la commission locale des charges transférées puisqu'on joue sur les attributions de compensation. Donc je vous rappelle la manip, la communauté distribue aux communes la part qu'elle aurait pu garder sur le fonds de péréquation et elle retient cette même part sur les attributions de compensation. Donc, cette décision a été soumise au Conseil communautaire le 9 juillet. Elle a été votée à l'unanimité du Conseil communautaire. Donc, elle s'appliquera et nous vérifierons donc une recette supplémentaire de 140 et quelques mille euros sur le FPIC et notre attribution de compensation qui était de 4 395 805 deviendra 4 249 978 à l'euro près. Nous serons en équilibre avec la communauté. Le rapport de la CLECT fait également état de ce qui nous sera retiré en fin d'année au titre du service ADS, c'est-à-dire le service d'instruction du droit des sols, et au titre de ce que nous devrons pour la mutualisation des différents services qui sont communs avec la communauté. Et donc, de façon prévisionnelle, ce qui nous restera en attribution de compensation sera de 2 967 157,70 euros. Donc, voilà ce qu'il y a dans ce rapport. Pour que tout ceci s'applique, il faut que le conseil municipal le vote. Donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, d'adopter ce rapport et ses conséquences sur le FPIC et sur l'attribution de compensation. Y a-t-il des remarques, des demandes de précision? Oui, monsieur le maire. J'avais une question à monsieur Biret sur service ADS et puis mutualisation. ADS, c'est marqué 54 578 et la mutualisation, 1 228 000. J'ai aimé avoir la part relative au personnel dans ce calcul. Alors, j'imagine que vous ne puissiez pas me la donner là comme ça, auquel cas, si, ça serait formidable, mais si vous ne pouvez pas le faire ce soir, j'aimerais bien l'avoir
parce que c'est un élément extrêmement important. Oui. C'est que vous n'êtes pas très attentif, Monsieur Fourage. À chaque fois qu'on parle du DOB et à chaque fois qu'on vote le budget, je vous fais un tableau qui évalue les dépenses de personnel et qui rajoute aux dépenses propres de la ville les dépenses de personnel que nous remboursons à la communauté de communes au titre du personnel mutualisé. Donc ces chiffres-là, vous les avez. À chaque fois, ça provoque un débat lancé par M. Macor, auquel je réponds, auquel vous répondez, auquel je réponds. Mais on pourra faire ça la prochaine fois. Si ça vous amuse, moi, ça ne me gêne pas. J'ai tous les éléments. Monsieur Biret, je pense que vous n'avez pas écouté le sens de ma question. Si, j'ai très bien compris. Oui, c'est pour ça, justement, que vous me répondez de cette manière. Moi, ce que je demande, c'est la part des charges fixes, et ainsi de suite, charges de bâtiment, et ainsi de suite, dans les 1 228 242. Voilà ce qui m'intéresse. Parce que ça ne m'a pas échappé, vous le savez très bien que ça ne m'a pas échappé, qu'au budget et au DOB, vous avez mis ces sommes-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le global, c'est le détail, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et vous m'avez répondu de manière globale, alors que le sens de ma question, et vous l'avez bien compris, était tout autre. Donc, j'entends que vous pourrez me répondre, puisque vous avez les éléments, et vous pourrez me répondre dans le détail. J'avais une deuxième remarque, elle s'adressait à Monsieur le maire. Mais, vous voyez, j'entends des murmures, là, comme ça, c'est toujours très intéressant, d'ailleurs. Ça va dans le sens de la défense de la ville de Fontenay-le-Comte, et on en a discuté en commission des finances avec M. Biret, sur lequel il était tout à fait d'accord avec moi. Ce qui peut arriver, d'ailleurs. Sur le fait qu'il y a un guide de la DGCL, c'est la Direction Générale des Collectivités Locales du ministère de l'Intérieur, qui indique la façon dont doivent être composées ces commissions locales. Et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais compte tenu des futurs dossiers et de l'importance de la CLECT dans les 2 ans qui viennent, je pense qu'il faudrait revoir les choses. Je m'explique. Les membres de la CLECT doivent nécessairement être des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal. Or, vous n'êtes pas sans savoir que, justement, c'est le président de la communauté de communes qui a désigné les membres de la CLECT. Et qu'à ce titre-là, il a désigné tous les maires des communes. Ça, c'est le premier élément. Et qu'il aurait pu, et comme c'est le conseil municipal qui le désigne, c'est pas tout à fait conforme à la réglementation. Et auquel cas, d'autres personnes que le maire pourraient participer à la CLECT, ce qui pourrait être aussi un élément intéressant. Suivez mon regard. Et puis, c'est pour ça que M. Biret est d'accord avec moi d'ailleurs. Pour ceux qui n'auraient pas eu le décodeur. Mais si, vous me l'avez dit, à moins que vous ayez changé d'avis. Ça, c'était le premier élément, première dimension de cette remarque. Deuxième dimension, elle n'est pas neutre non plus, c'est que dès lors que l'on procède à une désignation des membres, eh bien, ça se fait aussi à la proportionnelle. Et que, là aussi, la communauté de communes n'a pas respecté ce principe-là. Et que ce n'est pas un membre qu'il y aurait, que la ville devrait avoir au niveau de la communauté de communes, mais c'est plusieurs membres au prorata et désignés à la proportionnelle. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire, Monsieur le maire, que nous sommes tout à fait prêts à vous soutenir dans une démarche auprès de la communauté de communes. Mais justement, j'attends donc votre réponse. Nous sommes tout à fait prêts à vous soutenir dans une démarche auprès de la communauté de communes pour que, à la fois, le droit soit respecté, mais aussi la défense de la ville de Fontenay-le-Comte. Écoutez, moi, je vous donnerai une réponse favorable, puisqu'on a déjà rencontré quelques personnes de l'opposition, entre autres Madame Chartier, qui était venue nous en faire la demande. Et donc, on va examiner effectivement cette possibilité, et puis on va interroger la communauté de communes, effectivement, de manière à pouvoir nous délibérer dans ce sens, et puis leur demander également de délibérer dans le même sens. C'est bon ? Bon, parfait. Bon, sur ces bases, donc, nous allons procéder au vote. Tout le monde est pour. Qui est contre ? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci, messieurs. Ensuite,
Madame Plaire, rapport numéro 10, Oui, ludothèque. merci Monsieur le maire. Le conseil municipal, en sa séance du 21 juillet 2015, a approuvé les modifications des règlements de fonctionnement des structures enfance et petite enfance municipales. Il est nécessaire de modifier à nouveau ce règlement de fonctionnement afin d'adapter les conditions d'accueil du public fréquentant la ludothèque sur les points suivants: les modalités d'adhésion avec la création d'un tarif famille, les conditions de location des gros jeux en bois avec la création d'un cautionnement, l'allongement des durées de prêt des jeux, la modification d'accueil à la ludothèque des enfants non accompagnés, 10 ans au lieu de 8 ans précédemment. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement de la ludothèque ainsi modifié et joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer ce nouveau règlement de fonctionnement. Lorsqu'on regarde effectivement le règlement, il a pratiquement été complètement refondu. Puisqu'on voit beaucoup de rouge. Mais ceci dit, c'est tout à fait dans la logique Ce sont des modifications qui qui étaient était nécessaire et indispensable. et qui n'étaient pas notifiées sur les règlements de fonctionnement. Voilà, donc là, il n'y a rien de très nouveau, hein, mais on s'adapte. Alors, il y a des observations sur les jeux de la ville? Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Alors, le conseil municipal, c'est le relais assistant maternel, règlement de fonctionnement, donc les modifications. Le conseil municipal, en sa séance du 21 juillet 2015, a approuvé les modifications des règlements de fonctionnement des structures enfance et petite enfance municipales. Il est nécessaire de modifier à nouveau le règlement de fonctionnement du relais assistant maternel RAM afin d'adapter les conditions d'accueil des assistants maternels lors des ateliers d'éveil sur les points suivants: horaire des matinées d'éveil, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30, la participation de l'assistant maternel avec ou sans la présence d'un enfant, et des précisions nécessaires sur le mode de fonctionnement. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement du relais assistant maternel RAM, ainsi modifié et joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer ce nouveau règlement de fonctionnement. Y a-t-il des observations? Monsieur Pierre-André. Oui, une précision qu'on n'a pas abordée en commission. Est-ce que vous savez combien il y a d'assistants maternels sur Fontenay et combien d'assistants maternels vont au RAM, sont usagers du RAM? Alors, je crois qu'il y a 91 assistantes maternelles et une trentaine vont au RAM. Pas ensemble. Elles viennent par... Ouais. Bien, c'est un bon pourcentage. Bon, on fait une pause, on aime bien. Il y a les locaux. Oui, c'est vrai. C'est bon, on a répondu à vos questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant. Monsieur le maire. Pardon? Alors, c'est en réflexion actuellement. La prise de la prise de compétences pour les accueils de loisirs donc à la communauté de communes sera effective le 1er janvier 2019 et ensuite... C'est demain, le 1er janvier 2019. Et ensuite... Non, mais c'est... Je pense qu'on va obtenir satisfaction. Ce qui veut dire que ce... Pardon? On l'avait demandé dès le début du mandat. Le CIAS aussi. On a demandé les CIAS aussi, qui n'est pas venu. Pour les personnes âgées, on a demandé aussi, on n'a pas eu de réponse. On s'occupe de la petite enfance, mais les personnes âgées, on n'a pas eu de réponse. De vous et puis De vous, puisque vous avez dit que ce n'était pas le métier de la ville de s'occuper des personnes notre âgées. Vous vous souvenez pas? En tant qu'approvisionnement en repas, Ah non, en tant qu'aide ménagère.
aide ménagère. Mais ce n'est pas des repas. Ah hein. ben non, c'est pas que des repas. Non, c'est autre chose que des repas. hein. C'est une aide psychologique, c'est une aide morale, c'est une aide matérielle, tout autant que ce qui se fait au niveau du RAM par rapport. hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il vaut mieux être, on est mieux traité ou on met plus de billes, si on peut dire les choses comme ça, pour la petite enfance. Et je pense que c'est grâce aussi au fait que la communauté de communes de l'Hermenot soit venue chez nous. Par contre, au niveau du 3e âge et des personnes âgées, on a diminué singulièrement nos prestations. Elles nous coûtent, bon an, mal an, une 40aine de 1000 € à peine. hein. Et on a supprimé le service qui existait depuis X années. C'est-à-dire que la question, elle se joue là. Et que la question, nous avons posée, nous a dit que ce n'était pas le métier de la ville de faire cela. C'est vrai, mais celui-là, ce n'est pas plus le métier de la ville, c'est le métier du conseil départemental, tout autant. Nous avons écrit au président de la communauté de communes qui nous a dit « Je vous répondrai, nous n'avons jamais rien reçu, malgré un rappel ». Alors, c'est vrai aussi que les autres communautés de communes investissent, et c'est vrai qu'à un moment où les communautés de communes se regroupent, elles prennent de plus en plus de compétences. C'est la communauté de communes, donc, afin d'obtenir une réponse. Si. Voilà. Non, on va voter, là. On va voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant, Monsieur Biret. Non, indemnité au nouveau trésorier. Tout d'abord, notre trésorière, Madame Ledioré, nous a quittés, elle est partie à l'île de Ré, c'était son souhait, et on nous a nommé Monsieur Éric Viguier, qui a pris ses fonctions le 2 juillet, Monsieur Viguier qui vient de Hervaux dans les Deux-Sèvres. Et nous allons demander au nouveau trésorier qu'il nous fasse les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique et financière et comptable, et notamment dans les domaines de l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie, et la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières, c'est-à-dire ce que nous avions également demandé à Madame Ledioré. En contrepartie, il vous est proposé de lui accorder au taux de 100% l'indemnité de conseil qui est prévue par les textes pour ces prestations-là. Et de dire que tout ça, ça évoluera conformément à l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Et que pour l'année 2018, la répartition de l'indemnité entre l'un et l'autre de nos trésoriers sera proratisée en fonction du temps qu'ils ont exercé à Fontenay-le-Comte. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur le maire. Ça, c'est un avatar de la décentralisation et d'un certain nombre de façons dont l'État fait payer ses fonctionnaires. Et sur cette dimension-là, on ne peut être qu'interrogatif. Premier élément, si on regarde l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, les collectivités ne sont pas obligées de le faire. C'est une possibilité. Nous sommes bien dans une possibilité. Et si on regarde le décret, ces possibilités, c'est que si nos fonctionnaires ne sont pas en capacité de le faire. Or, ça serait relativement gravissime si le directeur des finances, je prends un terme générique pour ne pas dire directrice, ne pouvait pas être en mesure d'établir un document budgétaire et comptable, parce que c'est bien le cœur de son métier, qu'elle n'était pas en mesure de faire la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie, et de surcroît, s'il n'était pas en capacité de mettre en œuvre les réglementations économiques, budgétaires et financières. Là-dessus, on ne peut être que d'accord. Donc, à ce titre-là, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on va payer une indemnité
à un fonctionnaire de l'État, alors que nos propres fonctionnaires, dont la compétence n'est pas remise en cause, bien au contraire, sont en capacité de le faire. De surcroît, quand on voit que l'État, et vous-même, le premier, vous le dites, monsieur le maire, a une sérieuse tendance à se décharger sur les collectivités territoriales, moi j'ai envie de dire, renvoyons à l'envoyeur les choses. Alors pourquoi aujourd'hui ça perdure? Je dirais c'est comme les habitudes, c'est comme dans les vieux couples, à un moment donné on fait les choses, mais on ne se pose plus la question du pourquoi. Et l'occasion nous est donnée de nous interroger sur ce pourquoi. Et moi, je crois que vous êtes, et vous l'avez dit, Monsieur Biret, à la recherche de toutes les économies possibles et imaginables. Moi, je vous fais une proposition. L'indemnité de conseil du trésorier municipal, pour moi, compte tenu des choses, n'est pas requise, loin s'en faut. Et de surcroît, nous ne pouvons pas délibérer ce soir. Parce que, certes, c'est à la collectivité de demander et d'en faire la demande au comptable intéressé. Mais, avant de pouvoir délibérer, il faut que le comptable ait donné son accord. Or, nous n'avons pas l'accord du comptable. Donc nous ne pouvons pas délibérer ce soir, monsieur le maire. Et par voie de conséquence, je ne peux que vous suggérer de différer. Si vous voulez les références, hein, c'est l'article 3 de l'arrêté qui est visé dans l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Donc, par voie de conséquence, comme on n'a pas l'accord du comptable, on ne peut pas délibérer ce soir. Et donc, on ne peut que se reposer les questions. Et quand bien même vous me diriez, mais oui, mais on avait pris cette délibération au début du mandat. Eh bien, le législateur a été très fort. Parce qu'il a dit que... Non, il a dit qu'il faut une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas l'accord du comptable. Il vous appartient, monsieur le maire, de lui demander ou pas lui demander. Et puis ensuite, quand on aura le retour du comptable, ou pas, eh bien, nous pourrons délibérer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il serait judicieux de retirer cette délibération. Nous allons retirer cette délibération et la représenter au prochain conseil municipal, en ayant pris soin, bien sûr, de consulter M. Viguier et lui demander s'il peut fonctionner sans cette indemnité. Et voilà. Et puisque vous êtes... Vous rappelez le montant de l'indemnité? 2000 et quelques euros. Oui, parce que c'est un montant au prorata du volume budgétaire. Et puisque vous en êtes là, ce que je vous en suis gré, il serait bien que l'on détermine, si vous allez vraiment dans cette direction, qu'on détermine les actions qui sont hors de son champ de compétences habituel, parce que c'est à titre personnel qu'il le fait, les actions qu'il prodiguera ou les conseils qu'il prodiguera à la ville, dans quel délai et avec quel livrable, enfin un vrai travail habituel, normal, qu'on peut demander à un conseil, ça me semblerait tout à fait logique et en tout cas de nature à préserver les intérêts de la ville. C'est bien dommage, M. Fourage, que quand vous étiez député, vous n'ayez pas proposé une modification de la loi dans ce sens. On aurait gagné du temps. Biret, moi qui suis un Girondin plutôt qu'un Jacobin, et vous le savez très bien. L'école des Jacobins.
au regard de la Révolution française, hein, bien évidemment. Vous savez que, et j'ai pris le soin de le dire tout à l'heure, l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 dit que les collectivités peuvent. Par voie de conséquence, monsieur, je satisfais votre entendement, c'est-à-dire savoir si vous voulez le faire ou pas. C'est à vous de décider. Vous vous rendez compte? Vous avez la pleine souveraineté de le faire. C'est quand même formidable. Vous voyez la sagesse du législateur? On sait tous ici autour de ce Conseil que c'est quand même préférable d'accepter le versement de cette indemnité, ce qui permet d'avoir des relations plus détendues avec le comptable du Trésor. Oui. C'est le fond du problème. Mais oui, mais non. C'est le fond du problème, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de chantage. Ben voilà. Vous ne me donnez pas mon indemnité, je ne vous donne pas de conseils, je ne fais rien du tout et je n'en fais pas plus. C'est-à-dire que dans la fonction publique, ce vecteur marchand et de chantage en même temps, commercial entre un fonctionnaire de l'État par rapport à une collectivité territoriale, a quelque chose d'un autre régime, si je puis me permettre de le dire. Pose au risque que notre gestionnaire, nous, voyant qu'on lui attribue des fonctions supplémentaires, des missions supplémentaires, nous demande une augmentation de salaire. Donc, résultat... Non, attendez. Je demande à voir. Mais attendez, il y a des règles, il y a des façons de faire, et puis que ce soit, je veux dire, c'est pas... Ce que j'ai énoncé tout à l'heure, ça rentre complètement dans le champ de compétences d'un directeur des finances, de surcroît attaché principal, qui peut tout à fait avoir, ou tout au moins, avoir ses qualités et ses compétences, ce que personne ne remet en cause. Et de surcroît aussi, je veux dire, le fonctionnaire de l'État, aujourd'hui, il est dans un système pervers, et c'est pour ça que je ne peux que préconiser l'idée qu'on sache pourquoi il intervient et à quel titre de conseil il intervient pour la ville. Parce qu'à un moment donné, eh ben, faut arrêter ce système, véritablement. Ou en tout cas le clarifier. Nous allons passer au vote. Ah oui, oui. Laissez. Alors, ensuite, M. Biret, donc le fameux rapport de tout à l'heure, autorisation de programme et crédit de paiement, ACP, CP, modification. Oui, il nous faut revenir encore une fois sur cette autorisation de programme crédit de paiement sur l'opération Halles Place Chevolot. Cette technique que nous pensions adapter à des opérations importantes et pluriannuelles se révèle en définitive bien plus compliquée à gérer que si nous n'utilisions pas cette facilité prévue par le législateur. Nous pouvons, mais nous ne sommes pas obligés, donc nous allons arrêter. Nous devons tous les ans ajuster à l'euro près en fonction des crédits qui ont été réellement dépensés dans l'année, de manière à ce que les crédits puissent être reportés l'année d'après, ceux qui n'ont pas été dépensés l'année où ils avaient été prévus. Et l'année dernière, sur cette opération, nous avions prévu de dépenser 2 844 701 et nous n'avons dépensé que 2 803 423. Et donc, les 41 000 que nous n'avons pas dépensés en 2017, nous devons les réintroduire en 2018. Quand il s'agit d'une opération normale, on fait un report de crédit tout simplement. Et ça se passe sans autre forme de procès que d'inscrire ça au compte administratif et au budget supplémentaire. Là, il faut délibérer pour rectifier les sommes, en espérant que les 2 212 742 que nous avons prévu de dépenser en 2018 seront intégralement dépensés cette année, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de retenue de garantie. Donc je vous fiche mon billet que nous reviendrons sur cette opération pour boucler les crédits de paiement en 2019. Pour cette année, donc, il faut, à l'intérieur de la même dépense globale, réajuster les dépenses 2018 à 2 212 742.
Y a-t-il des observations? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Monsieur Minier. Subvention. C'est simplement une subvention accordée, une subvention d'aide à l'encadrement accordée au karaté Shotokan pour aider à payer leur entraîneur Christophe Bondy. Donc c'est sur 3 ans. On autorise une subvention de 2 000 €. Ça sort de la réserve des sports. Voilà. Ça n'intéresse personne. C'est fini? Bon. Il y a des observations? Non. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Alors, rapport suivant. C'est moi. Monsieur Millet, à nouveau. Voilà, c'est aussi une subvention de 250 € qui sort de la réserve des sports concernant le cadre des festivités prévues le 1er juillet à l'occasion du 50e anniversaire du club d'aéromodélisme. Voilà. Nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Ensuite... Eh bien, je vous fais la lecture du rapport suivant. Alors, il s'agit de l'association Fontenay en Seine, attribution de subventions Festival des Nuits Courtes, convention cadre, approbation. L'association Fontenay en Seine, avec le soutien de la Société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes, Spélidam, la ville de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes du pays Fontenay-Vendée, a organisé la première édition du Festival des Nuits Courtes du 20 au 22 octobre 2017 à l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagare. Ce festival émergent de la scène musicale française, dédié aux musiques actuelles hip-hop, électro, dub, reggae, s'inscrit dans le dispositif des festivals labellisés Réseau Spélidam. Il s'est imposé comme l'un des rendez-vous musicaux incontournables du mois d'octobre, avec plus de 18 concerts gratuits et payants, Big Flow, Oli, Grammatic, Trio, Chinese, Man, Stand, High Patrol, Giga, Ranks. Of course. La première édition a connu un succès retentissant avec l'accueil de 6500 festivaliers. L'association Fontenay en Seine souhaite reconduire ce festival au sein de l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagare du 19 au 21 octobre 2018 et sollicite à cet effet une subvention de fonctionnement auprès de la ville de Fontenay-le-Comte d'un montant de 45 000 €. Le montant global des subventions sollicitées par l'association Fontenay en Seine est supérieur à 23 000 € pour l'année 2018. Il convient donc d'établir une convention cadre récapitulant l'ensemble du soutien financier de la ville de Fontenay-le-Comte à l'association. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle de 45 000 € à l'association Fontenay en Seine pour l'organisation de la 2e édition du Festival des Nuits Courtes et d'approuver la convention cadre avec l'association Fontenay en Seine pour l'année 2018 et de m'autoriser à signer la convention à intervenir. Question? Oui, Monsieur Gingue, je vous écoute. Merci. Cette association Fontenay en Seine a des statuts, mais il n'a pas de nom, à part la présidente, qui a signé. On ne sait pas qui est trésorier, qui est secrétaire, qui est... On n'a pas grand-chose, si ce n'est que des statuts très bateaux, d'autant que sur les documents, juste une remarque à ce propos, il était d'usage d'avoir un fond de dossier à chaque conseil avec les délibérations et les pièces importantes des délibérations précédentes. Là, elles n'ont pas été faites, elles ont été corrigées, mais ça s'explique, j'ai eu l'explication par les services de la ville. Donc nous avons eu les délibérations précédentes, mais il faudra que ça revienne, hein, c'était ça qui est intéressant.
y compris donc les statuts, avec en même temps le budget. Parce que, bon, il y avait déjà une convention cadre l'année dernière, il y en a une nouvelle. Quelle est la différence entre celle d'aujourd'hui et celle d'il y a un an? Convention cadre. Bon, ce serait difficile de l'avoir, puisqu'on ne l'a pas. Que d'autre part, il y a une augmentation de 15 000 euros. Pourquoi cette augmentation? Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Enfin, quelle est la participation? C'est pour ça que la participation des différents personnels, y compris quand on a vu les noms qui ont été donnés l'année dernière par rapport à ce dossier et leur implication, là, nous avons des statuts très anonymes et nous savons simplement que dans les référents pour la lettre qu'a envoyée la présidente, en dehors de la présidente, il y a un coordinateur, mais qui n'a rien de fontenaisien, qui est le coordinateur de la Spédidam et qui fait partie du conseil d'administration. Conseil d'administration et siège social, d'ailleurs, de cette association qui a son siège social à l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte. Non, René Cassin. À René Cassin, pardon, dans un bâtiment de la ville de Fontenay-le-Comte. Voilà où on en est. Donc, par rapport à tout ça, en conclusion, nous ne sommes pas opposés, loin de là, par rapport à ce festival et sur la qualité musicale de ce festival, qui a été un succès et qui est reconnu. La question ne joue pas là. La question est toujours, ce qui avait déjà été le cas l'année dernière, ce qui est encore partie le cas parce que toutes les zones d'ombre n'ont pas été levées cette année, c'est-à-dire qu'il y a des choses un peu ambiguës et sur lesquelles nous voudrions avoir des réponses, notamment au niveau des personnes. Et pourquoi, en conclusion finale vraiment, pourquoi cette association, à l'instar d'autres festivals qui se lancent dans d'autres coins de la France, n'est pas menée par une association locale, qui progressivement grandit, alors que là, les associations locales, les personnes locales, à part la présidente, Il n'y a même pas, elle n'est pas d'ici. est-ce qu'elle est d'ici? Non. Il n'y a Numéro de personne. téléphone 01. Ça veut dire. Je vais vous faire passer le procès-verbal de l'Assemblée générale constituée. Donc, la présidente, c'est Madame Camille Baudin. Oui, Elle est parisienne. oui, Elle est de Spédidam, en fait. mais Hein. donc il n'y a personne localement, d'accord. Ensuite, une personne que vous connaissez qui est trésorier, c'est Mathieu Dormini, Oui. qui était le directeur. Fonctionnaire ancien directeur, municipal. voilà. Ensuite, vous avez François Novak, qui est vice-président De la Spédidam, Spédidam. Et puis, vous aviez Myriam Beaujeau-Garot, qui était Adjointe. administrateur. adjointe à la ville. Administrateur. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'était les membres du bureau que je viens de vous citer. Qui c'est encore le cas actuellement. Absolument. D'accord. Absolument. Et le trésorier, c'est, pardon, j'ai pas. Mathieu Dormini. Mathieu Dormini. D'accord. Dormini, oui. Qui reste trésorier. Et ce procès-verbal Alors, date je de vais quand, vous s'il le vous plaît? communiquer. du 16 mai 2017. 2017. Mais ça, c'est Il va y avoir Comment Ça, Oui, c'est au départ, c'est le procès-verbal premier. de Mais depuis, l'Assemblée. il n'y a pas eu de changement depuis. Non. il va y avoir une association. Il n'y a pas eu de changement. D'accord. Alors, dans la progression, là tout à l'heure, vous parliez de 40. On passe de 30 à 45 000 Voilà. euros. Alors, si vous voulez, dans un document qui a dû vous être transmis, la convention cadre, vous avez 30 000 effectivement de subventions, mais nous avons également 12 000 de prise en charge de l'électrification du site. Donc, ce qui fait 42 000. Oui. Cette année, on met 45 000. Effectivement, qui correspond 30 plus 15 qui était prévu. Mais Spédidam, l'association Fontenay-en-Seine prend en charge les dépenses liées à l'électrification du site. C'est un rééquilibrage. Ouais, enfin, ça fait plus 3 000, quoi. Ça fait 3 000. Comment Ça fait Je suis donc attaqué plus par 3 une 000. bouche. Ça fait 3 000, ça fait pas Si on 15 suit 000. votre, si on suit votre raisonnement, monsieur le maire, ça fait plus 3 000. 30 Non. plus 12 Non. égale 42. L'année dernière, il y avait 30 et 12 d'un autre côté. Donc, et aujourd'hui, on est à 45. Il y a bien un différentiel de 3. Oui, puisqu'on a renvoyé. Il y a un différentiel de 3, De 3. en faveur de l'association. Oui, c'est parce qu'ils ont accepté de prendre en charge, si vous voulez, l'électrification du site.
Ah ben, Mais initialement- vous savez, quand on accepte de prendre en charge et que vous avez d'un côté la recette et de l'autre côté la charge, évidemment, c'est pas compliqué. Moi, j'accepte tous les matins ce genre de procédé. Il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire qu'initialement, c'était prévu que l'année suivante, la ville de Fontenay-le-Comte devait apporter une subvention complémentaire de 15 000 euros. Vous voyez? Donc, s'il y avait 30 et 15, 45. Donc, aujourd'hui, on reste dans la même proportion de subvention, mais on fait l'économie de l'électrification, qui aurait pu nous coûter encore cette année 12 000 de plus. Non, Vous mais voyez? d'accord, mais ça veut dire qu'il y a une augmentation de 3 000 euros quand même. Oui, bien sûr, bah, évidemment. D'accord. Mais bon, c'est rien. Je croyais que ça avait bien marché et que c'était bénéficiaire. Pardon? Oui? Je croyais que ça avait bien marché et que s'il y avait 6 000 euros de bénéfices, alors pourquoi 3 000 cette année supplémentaire de la ville? Mais, La programmation. la programmation sera différente. Ah oui, mais vous savez, monsieur le maire, de l'autre côté, on diminue beaucoup pour les associations fontenaisiennes. Ah, eh oui. Attendez. Et on est parti de... Non, mais... Non, mais mais monsieur Fourage, monsieur le maire, vous savez... Fontenay-en-Seine intervient uniquement pour Fontenay-le-Comte. Non. Mais si. À Fontenay-en-Seine, oui. Mais non, Oui. mais ils ne vont pas intervenir à Paris, à Lyon, à Marseille. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que passer de 30 à 45 000 et ainsi de suite et tout, et quand on voit la diminution d'un certain nombre d'associations fontenaisiennes, que vous soyez, c'est votre politique, ça ne serait pas la nôtre. Voilà, c'est tout. Je le souligne et je trouve dommageable que pour des gens qui sont extérieurs et un peu désincarnés, même beaucoup désincarnés par rapport à la ville, je trouve ça extrêmement dommageable. Oui, mais si vous voulez, en l'absence de cette stratégie, on n'aurait jamais pu organiser le festival, c'est clair. Si Spedidam ne nous aidait pas, parce que leur objectif, eux, c'est de se retirer progressivement du festival pour laisser aux collectivités locales de reprendre la main sur le festival. Moi, je dirais plutôt les associations locales, monsieur le maire. Parce Pardon ? que les associations locales, on les oublie un peu et je pense qu'il Attendez. y a une palette assez importante d'associations culturelles locales. Et Mais non, mais mais oui, non, mais on est je un pense peu hors que c'est sujet, là. important dès maintenant. Non, c'est pas hors sujet. C'est-à-dire Alors, qu'au vous pensez à conseil quelle d'administration, association locale? mais pourraient participer, ils connaissent le territoire, pourraient participer aussi à organiser ce genre de manifestations. bien sûr, tout leur le monde faire peut. faire confiance, ils connaissent le territoire. Et c'est peut-être dès maintenant qu'il faut commencer à en parler pour que... Je pense que c'est super intéressant ça. C'est ça, de faire travailler nos associations. Parce que les associations culturelles, ils n'ont pas la chance, lorsqu'il y a des manifestations programmées, ils n'ont pas la chance d'avoir René Casson évidemment. qui est à disposition comme Vendée en scène. Non, mais je voulais préciser quand même quelque chose, parce qu'on parle des associations. Aujourd'hui, allez demander au football s'ils ne sont pas contents de la ville. Allez demander au basket s'ils ne sont pas contents de la ville. Ne dites pas qu'on ne fait pas participer des associations. Le mois de juillet, c'est un bon exemple. Après, donnez-moi un exemple d'association culturelle qui pourrait participer à Spedidam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais Il y en pas a pas. Spedidam, Alors, ne certaines. dites pas arrêtez sur les subventions. Déjà, arrêtez. Parce que Mais c'est monsieur n'importe quoi. Et il y en a Mignet, pas. je veux dire, c'est pas parce que je ne pense pas ou nous ne penserons pas de la même manière que vous que nous devons arrêter. Mais si c'est ça, bah si, c'est ce que vous dites. Je suis désolé. Oui, mais pas que les associations. Je vous rappelle que vous parlez du foot. On en est où sur la question du terrain synthétique? On peut prendre plein de choses. Vous avez fait payer. Ben oui. Alors, mais ça, faut pas en parler. Ça, c'est vrai. Dès que ça vous gêne, faut pas en parler. Ouais. Non, mais monsieur Mignet, vous savez très bien que vous êtes un très grand sportif sur la question. Vous savez très bien que mettre une commission à 17h, c'est impossible pour les trois quarts. Mais vous les mettez le jour où ça vous arrange, ça je peux entendre. Mais de l'autre côté, ne venez pas nous en faire le reproche. Hein? Allez, on recentre sur le rapport, donc on se prononce, on va passer au vote. Mais attendez, l'orientation de reprendre ce festival par les associations locales et de lancer ça localement et de ne plus avoir une association bidon téléguidée qui vient de Paris avec des gens de Paris, hein, sachant, ça va s'arrêter quand? Le passage, parce que vous dites que la Spedidam veut se retirer. Le passage, vous souhaitez le faire quand? Dans la mesure où juste, on reste toujours dans le domaine de la culture, monsieur Mignet, s'il vous plaît. Les nuits courtes, on a fait 2 allers-retours et on s'est arrêté. Alors, cela... C'est la 2e édition, on fera quoi après? Non, c'est pas les nuits courtes. Aujourd'hui, la mer est loin. Pardon, la mer est loin. Pardon, La mer est loin, elle n'est pas revenue, c'est tout. Oui. Non, mais parce que là aussi, c'est une association qui la mer n'était est loin, pas c'est localement ancrée, c'est tout ce que je dis. C'est tout autre chose, la mer est loin. D'accord.
tout autre chose. C'est-à-dire que les Parisiennes qui sont venues pour La Mer est loin, qui ne sont pas revenues, ça n'a rien à voir avec Spédidam. Non, parce que et ce sont compagnie. c'était une structure, si vous voulez, qui voulait vivre une année sur un seul festival. C'est pas pareil. Hein. Pas pareil. On n'est pas là pour non plus faire vivre des gens toute une année en vue d'organiser un spectacle qui fait venir que même pas 500 personnes. Hein. Et dont quelques-unes payantes seulement. Hein. Oui. Ce qui veut dire donc que les acteurs culturels et les associations culturelles de Fontenay et de sa région ne peuvent pas prendre ou vont prendre ce festival en charge dans Non, combien d'années? aujourd'hui, Quelle est votre perspective? C'est ça. Aujourd'hui, elles ne le peuvent pas. D'accord. Parce que la Spédidam va se retirer et on n'aura plus du tout de festival. C'est clair. Oui, ils participent financièrement. Hein. Ils mettent 250 000 euros, plus tout le suivi de la programmation, plus la publicité qui est faite au niveau national. Non, mais j'entends bien. C'est le type de grand événement que l'on fait venir comme ça, complètement de l'extérieur, qui se focalise à un moment donné, sur un moment donné et tout. Écoutez, il a été dit, me semble-t-il, quand on a parlé de ce festival l'année dernière, lorsque vous l'avez présenté l'année dernière, il était question de faire revivre le festival rock, qui a eu un succès et qui à l'époque était le 3e festival rock en France, dans les années 80-90. Hein. Et c'était dans cet esprit-là. On a su trouver les gens, on a su trouver. Bon. Là, actuellement, il n'y a peut-être pas les compétences, je veux bien qu'il n'y ait pas les compétences. Écoutez, on verra... mais calme-toi, toi. Mais oui, mais on a le droit de parler quand même, bon sang. Bon, on verra le temps venu si on doit éventuellement faire suivre ce festival par une autre structure. Si on peut. Une autre structure. Mais nous avons voté contre l'année dernière, là nous nous abstiendrons. Il y a un progrès, monsieur le maire. C'est bien. Alors faites progresser vous aussi. D'accord, c'est ce que l'on fait. Alors, contre, qui s'abstient, voilà. Donc, qui est pour? Merci. Le rapport suivant, c'est un dégrèvement pour l'école municipale de musique et de danse. Monsieur Biret. Oui, Monsieur Garguil s'était inscrit à l'école de musique pour l'année 2017-2018. Pour raison médicale, il a dû interrompre ses cours à la fin du second trimestre, par contre, et il demande le dégrèvement pour le 3e trimestre 2017-2018. Et donc, il vous est proposé de dégréver Monsieur Garguil de ce trimestre qu'il n'aura pas effectué. Donc nous allons passer au vote. Il y a des observations sur ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant, Madame Plaire. Merci, Monsieur le maire. Donc, musée de Fontenay-le-Comte, label, le musée sort de ses murs, exposition participative, le musée à la rencontre des habitants, convention, approbation. Selon les instructions du ministère de la Culture en matière de démocratisation culturelle, le musée est ouvert à tous. La loi des musées de France du 4 janvier 2002 rappelle que le musée doit être accessible au plus grand nombre et notamment au public dit empêché, celui qui ne franchit pas les portes du musée spontanément pour des différentes raisons. Une première expérience hors les murs a été menée durant l'été 2017 avec l'exposition Belle promenade jusqu'à la folie, mise en place à partir des collections du musée et d'extraits de romans dont l'intrigue se déroulait à Fontenay-le-Comte. Aussi, depuis le mois de septembre 2017, l'équipe du musée, en lien avec le pôle Action sociale, prévention et médiation de la ville, a invité un groupe d'habitants du quartier prioritaire de la ville à mettre en œuvre une exposition participative à partir des collections du musée. Une rencontre par mois a été programmée et ainsi, le temps du projet, les participants sont devenus commissaires d'exposition en intervenant à chaque phase d'élaboration. Cette année, le projet proposé est l'opération Le musée à la rencontre de ses habitants, qui se décline en 2 temps.
Une première exposition au sein du quartier prioritaire du 27 juin au 16 septembre 2018. Une seconde exposition au musée du 17 septembre au 17 novembre 2018, présentant des photographies prises par les membres du club photo, montrant des œuvres du musée dans leur nouvel environnement et exposées avec des tableaux originaux. La ville a proposé la candidature de cette opération pour l'appel à projet du ministère de la Culture en vue de l'attribution d'un nouveau label, le musée sort de ses murs. C'est ainsi qu'au regard de l'intérêt du projet proposé et mené avec les habitants du quartier prioritaire, le ministère de la Culture a attribué au musée de Fontenay ce label pour l'année 2018 et octroyé une participation financière pour soutenir celui-ci et sa mise en œuvre. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le partenariat avec l'État, ministère de la Culture, dans le cadre de l'octroi du label « Le musée sort de ses murs » pour l'opération « Le musée à la rencontre des habitants », d'approuver les termes de la convention annexée, d'approuver le plan de financement ci-après et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Monsieur Gingue. Oui, nous sommes bien entendu favorables à cette délibération. Mais Silence, s'il vous plaît. Mon propos se centre sur le musée. Ce musée, son appellation, c'est Musée vendéen de Fontenay-le-Comte. Le mot vendéen a disparu. Pourquoi? Non. C'est le premier musée fondé en Vendée par Émile Boutin à l'époque. Il était vendéen, tout d'un coup il a disparu. Fontenay-le-Comte ne serait plus vendéenne. Pourquoi ne mettons pas musée vendéen de Fontenay-le-Comte? Même si nous sommes musée de France, ceci n'empêche pas cela. On peut être vendéen et français, que je sache. Et moi, européen aussi, si on veut en plus. Je vous propose dans l'attribution du label, la convention qui est conclue, là il est écrit, au moins la première page, l'organisation organisée par le musée, il faut compléter, parce que même dans la lettre, et j'ai bien lu dans le dossier du Conseil la lettre de Mme Nissen, la ministre de la Culture, elle parle du musée de la ville. Mais c'est le musée vendéen de Fontenay-le-Comte. C'était le seul de Vendée. Peut-être que certains voudraient récupérer ce mot vendéen pour le mettre ailleurs. Note dépêche que les premiers, c'était ici, à Fontenay, puisque c'est le premier musée qui a été créé dans le département. On a au moins cette chance-là. Hein. Alors, monsieur le maire, que pouvez-vous faire pour que le musée soit encore écrit, et notamment sur son mur, musée vendéen de Fontenay-le-Comte? Ceci, c'est pas rédhibitoire l'un et l'autre, que je sache, au contraire. Et que je vous propose donc dans cette convention de mettre le musée vendéen de Fontenay-le-Comte, répond pleinement aux objectifs dans la convention, puisqu'il faut compléter une convention, il y a des trous, et les remplir correctement. Merci. Alors, effectivement, c'est une demande qui a été présentée, qui avait été présentée par Monsieur Remeau au Haut Conseil des musées de France pour qu'il soit donc dénommé. Voilà. Hein? Et d'ailleurs, oui, non, mais aujourd'hui, il s'appelle différemment. Bon. Et donc, oui, musée. Enfin, en fait, c'est le musée de Fontenay-le-Comte, quoi. Bon. Alors, c'est un sujet, on peut pas. Il faut d'abord qu'on réfléchisse à tout ça, nous, hein, parce que. Mais je vois que M. Fourage avait donné son accord à l'époque, le 24 juin 2005. Oui, monsieur le maire, vous pouvez effectivement, vous avez raison, j'ai donné mon accord à cette délibération, mais comme vous dites, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on a le droit de réfléchir. Et si vous regardez, puisque vous avez les archives, si vous regardez les archives du conseil municipal, je suis revenu en conseil municipal sur ce vote en disant que je le regrettais. D'accord. Bon, écoutez, non, mais ça c'est un sujet... Mais la convention, comment allez-vous la remplir? Parce qu'on peut très bien mettre musée vendéen de Fontenay-le-Comte. Encore une fois, l'appellation, personne ne l'a prise pour le moment, mais j'attends. Oui, mais elle risque de tomber dans... On est obligé, en fait, d'en référer au Haut Conseil aussi. À quel Haut Conseil? Mais on est musée de France et musée vendéen, c'est pas incompatible.
C'est pas parce qu'on est musée de France qu'on n'a plus le droit d'être musée vendéen. Que je sache, le label musée de France ne nous empêche pas un autre. Je pense que personne autour de cette table y est opposé. Mais bon, d'accord. il faut d'abord qu'on se renseigne, on voit, et on fait les choses de manière plus logique. Et on l'écrit dans la Convention. Oui. D'accord. Merci, monsieur le maire. Voilà. Pour Fontenay. Bon. Parce que, si ça peut nous apporter des avantages en plus, on ne sait jamais. Oui. Hein, mais nous sommes non, vendéens dans une pipe. À l'époque, c'est important de le dire. voilà. Bon, donc on vote malgré tout, et puis on va revenir sur le sujet. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Alors, une petite précision. Là, il y a un rapport au niveau de la voirie. Encore avant. Monsieur Pétorin. Dernier rapport. Oui, il s'agit du projet de règlement de voirie. La ville de Fontenay-le-Comte a souhaité mettre en place un règlement de voirie. Ce règlement de voirie a pour objet de définir les modalités de coordination administrative et technique relatives à l'occupation temporaire du domaine public communal et à l'exécution des travaux de voirie ou réseau. Il détaille notamment les droits et obligations administratives de chaque partie, ville de Fontenay-le-Comte, mais aussi riverains, entreprises, etc., et les contraintes et obligations techniques, emprise, alignement, organisation des chantiers, prescriptions techniques, etc. Donc c'est bien là un cadre pour tout ce qui concerne les interventions sur la voirie publique. Pour rappel, le maire a les compétences suivantes. Concernant les actes de police de la circulation, le maire demeure compétent pour tous les actes de police résultant de l'application des dispositions des articles L2213.1 à L2213.5 du Code général des collectivités territoriales, des articles R343.3-6e alinéa, R411.3, R411.4, R411.8, R411.20, R411.21, R411.25, R413.2 à R413.12, R415.6 à R415-15, R422.4, R433.1 à R433.7 du Code de la route. Ok. En ce qui concerne la coordination des travaux, le maire demeure compétent pour la coordination des travaux des intervenants sur la voirie, articles L115.1, L141.10 et R115.1 à 4 du Code de la voirie routière, sauf en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L5211.9-2 du Code général des collectivités territoriales, qui permet aux maires des communes membres d'une communauté de communes à fiscalité propre de transférer sous certaines conditions l'exercice de la police de la circulation et du stationnement visés aux articles L2213.1 et L2213.6, ainsi que l'article R2213.1 du Code général de collectivités territoriales. En application des articles L141.12 et R141.22 du Code de la voirie routière, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent règlement sont exercées. Donc, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le projet de règlement de voirie de la ville de Fontenay-le-Comte, de décider de soumettre pour avis ce règlement à une commission ad hoc présidée par le maire, composée de l'adjoint délégué de la voirie et des représentants des organismes suivants: Agence routière départementale, Direction départementale des territoires de la mer, communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, Syndicat départemental d'énergie de la Vendée, le SIDEV, Enedis, Gaz Réseau Distribution France, GRDF, Orange et Veolia. Et donc, par conséquent, de déléguer tout pouvoir à Monsieur le maire pour mener à bien la procédure. Voilà. Y a-t-il des observations sur cette proposition de règlement? Et si la commission ad hoc n'est pas d'accord avec le règlement? Eh bien, il s'agit d'arrêter un règlement de voirie. Mais ça, j'ai bien compris. Oui. Qui est complexe,
de par son volume, et voilà. Donc nous l'arrêtons, ce principe. Si la commission ad hoc devait prévoir ou souhaiter une modification, eh bien je pense qu'elle serait examinée et incorporée à ce précédent règlement, de sorte qu'il devienne valide et exécutable. Je pense qu'il n'y a pas là de difficulté majeure à envisager cette évolution. Voilà. Ben, vous savez, si, parce que le conseil municipal est souverain. Oui. Et décide souverainement. Or, vous décidez de soumettre pour avis ce règlement à une commission. Ben moi, je pense que là, on enlève la compétence du conseil municipal et ça ne le fait pas. Donc ça, c'est pas jouable. Et ça peut pas être une décision, une commission ad hoc voilà. Premier élément, Monsieur Pétorin. Deuxième élément, Monsieur Pétorin, pourquoi ne pas faire la procédure inverse? C'est-à-dire, on aurait pu, effectivement, ce projet de règlement de voirie, l'envoyer à un certain nombre de pétitionnaires, au sens de ce que l'on peut dire, là, y compris rajouter le SDIS, par exemple, ce qui ne serait pas forcément totalement dénué d'intérêt, qui ne serait pas dénué d'intérêt. On l'envoie, on leur demande, vous les réunissez éventuellement, et puis ils vous font part des remarques, et ces remarques sont intégrées, et la ville, ensuite, entérine, enfin, le conseil municipal entérine un projet de règlement de voirie, et c'est le conseil municipal qui est souverain. Et à mon avis, c'est quand même, c'est préférable de le faire dans ce sens-là. Voilà, parce qu'on met la charrue avant les bœufs. Je pense qu'on aurait pu effectivement faire comme ça. Je reviens sur la considération qui consiste à dire nous avons arrêté un dispositif, et c'est pas parce qu'il est arrêté comme ça qu'il est clos et validé. Encore une fois, votre remarque, oui, après tout, on aurait pu faire autrement. Ben oui, on aurait pu faire autrement. Eh bien, nous irons devant cette commission ad hoc. Si véritablement il s'avérait nécessaire d'apporter des amendements, que nous estimions que ces amendements soient significatifs, eh bien, à ce moment-là, nous reviendrons devant le conseil municipal. À ce moment-là, on ne met pas arrêter le règlement, dans ces cas-là, puisque vous-même, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Et deuxièmement... Nous arrêtons le projet de règlement. Oui, mais franchement... Oui, mais écoutez... Pourquoi ça ne perdra rien? Pourquoi vous le transmettez? Nous avons... On arrête le projet, on le transmet et, pour avis, voilà. et on redélibérera ensuite. C'est quand même nettement mieux. Bon, mais effectivement, nous aurions pu faire autrement. Nous avons fait comme nous avons fait, et puis, mais on avance. On n'a pas d'urgence à la semaine. Non. Mais l'essentiel est d'avancer de façon cohérente et la plus ouverte possible.
Et le public, s'il vous plaît.